Lorsque les habitants d'Armero se sont endormis le 13 novembre 1985, ils s'attendaient à passer une nuit normale. Au matin, leur ville avait disparu. En quelques minutes, la boue et les cendres ont emporté 23 000 vies, effaçant Armero de la carte à jamais. Mais ce n'était pas la première fois qu'un volcan détruisait une ville, et ce ne sera pas la dernière. Des villes figées dans le temps sous le Vésuve, aux civilisations détruites par le feu et les cendres, les volcans ont toujours été les architectes les plus impitoyables de la nature. Que se passe-t-il donc lorsque le sol sous vos pieds se retourne contre vous? Une ville, aussi moderne soit-elle, peut-elle résister à une force qui efface tout en quelques minutes? Et si le passé est écrit dans les cendres, que se passerait-il s'il frappait à nouveau aujourd'hui? Car quelque part sous nos pieds, la prochaine éruption se prépare déjà. Pour le savoir, nous devons revisiter les éruptions les plus terrifiantes de l'histoire, celles qui n'ont pas seulement tué, mais qui ont rayé des villes entières de la carte. Armero, la ville engloutie par la boue. Le soir du 13 novembre 1985, les habitants d'Armero, en Colombie, se préparaient à passer une nuit comme les autres. Les magasins fermaient, les familles se réunissaient pour dîner, les enfants s'endormaient. Personne n'imaginait que leur ville n'avait plus que quelques heures à vivre. Au-dessus d'eux se dressait le Nevado del Ruiz, un volcan recouvert de neige et de glace. Depuis des semaines, il montrait des signes d'agitation, des nuages de cendres, des tremblements qui faisaient vibrer les fenêtres. Les scientifiques avaient prévenu qu'une éruption majeure était probable et avaient même cartographié les villes qui seraient en danger. Armero se trouvait en plein milieu de la zone rouge, mais les autorités locales ont hésité. Elles craignaient de semer la panique ou de perturber l'économie. Cette hésitation s'est avérée fatale. À 21h09, le Nevado del Ruiz est entré en éruption. Il ne s'agissait pas d'une explosion massive de lave, mais de quelque chose d'encore plus destructeur. La chaleur a instantanément fait fondre la glace du sommet, libérant des torrents de boue et de cendres. Ces lahares, comme les appellent les scientifiques, ont dévalé le flanc de la montagne à une vitesse incroyable, emportant sur leur passage arbres, rochers et tout ce qui se trouvait sur leur chemin. À minuit, la première vague atteignit Armero. Imaginez un mur de boue noire, se déplaçant plus vite que la circulation sur une autoroute, s'abattant sur une ville endormie. Les maisons s'effondrèrent en quelques secondes. Les rues disparurent. Les survivants se souvinrent plus tard avoir entendu des cris, des fracas, puis un silence inquiétant lorsque la boue eut tout enseveli. Au matin, Armero avait disparu. Plus de 23 000 personnes avaient péri, soit les 3/4 de la population de la ville. Seuls des fragments de bâtiments émergèrent de la boue, telles des pierres tombales marquant l'emplacement où la vie avait autrefois existé. Parmi les rares survivants se trouvait une jeune fille de 13 ans nommée Omaira Sanchez, coincée sous les décombres de sa maison. Pendant 3 jours, les sauveteurs ont tenté de la libérer, mais elle était coincée sous le béton et l'eau ne cessait de monter autour d'elle. Elle s'est adressée calmement aux journalistes qui s'étaient y rassemblés, son courage retransmis au monde entier, jusqu'à ce que l'épuisement finisse par l'emporter. Omaira est devenue le visage de la tragédie d'Armero, symbole à la fois de la force humaine et de l'impuissance humaine. Mais aussi dévastatrice que fut la fin d'Armero, ce ne fut pas la plus rapide, car une fois, une ville entière a été rayée de la carte en seulement 3 minutes. Saint-Pierre, la ville qui a disparu en 3 minutes. Au début du mois de mai 1902, la ville portuaire de Saint-Pierre, sur l'île caribéenne de la Martinique, était animée par la musique, les marchés et les rires. Surnommée le Paris des Antilles, c'était une ville animée de 30 000 habitants, située à l'ombre de la montagne Pelée. Mais cette ombre commençait à s'agiter. Pendant des semaines, le volcan grondait, des cendres flottaient dans le ciel. Une étrange odeur de soufre envahissait les rues. Certains agriculteurs abandonnèrent leurs terres, mais à l'intérieur de la ville, la vie continuait comme si de rien n'était. À l'approche des élections, les autorités appelèrent au calme, assurant aux citoyens qu'il n'y avait aucun danger. Le matin du 8 mai, tout a changé. À 7h52, le mont Pelée est entré en éruption avec une violence inimaginable. Un nuage incandescent de gaz, de cendres et de roches, appelé nuée pyroclastique, s'est échappé du volcan et a dévalé la pente à plus de 640 km/h. En moins de 3 minutes, toute la ville de Saint-Pierre a été anéantie. La chaleur était si intense que les gens moururent sur place. Les rues s'embrasèrent et les navires dans le port prirent feu. Sur les 30 000 habitants, seuls 2 survécurent. Un prisonnier enfermé dans une cellule en pierre et un homme vivant à la périphérie de la ville qui réussit de justesse à s'échapper. Tous les autres disparurent en un instant.
Saint-Pierre restera à jamais dans les mémoires comme la Pompéi des Caraïbes, un endroit où la vie s'est éteinte en un clin d'œil. Mais si un volcan a pu détruire une ville en quelques minutes, imaginez-en un assez puissant pour secouer le monde entier. Krakatoa, l'explosion qui a secoué le monde. Au cours de l'été 1883, la vie autour du détroit de la Sonde en Indonésie semblait calme. Les bateaux de pêche dérivaient sur les eaux. Les marchés étaient animés sur les côtes et les îles entourées de volcans semblaient intemporelles. Mais l'un de ces volcans, le Krakatoa, était sur le point de déclencher l'un des événements les plus violents de l'histoire de l'humanité. Pendant des mois, des grondements et des nuages de cendres ont annoncé des troubles. Les habitants ont rapporté des bruits retentissants, semblables à des coups de canon, qui résonnaient à travers le détroit. Puis, le 27 août, le Krakatoa est entré en éruption avec une force telle qu'il a détruit l'île elle-même. L'explosion a été entendue à près de 3000 miles de distance, jusqu'en Australie et sur l'île de Rodrigue, près de l'Afrique. Le ciel est devenu noir et des tsunamis de plus de 100 pieds de haut ont déferlé sur les côtes environnantes. Des villages entiers ont été balayés en quelques instants. Au total, plus de 36 000 personnes ont perdu la vie. Mais la destruction ne s'est pas arrêtée là. L'explosion a projeté tellement de cendres dans l'atmosphère qu'elle a modifié le climat mondial. Le ciel est devenu rouge sang en Europe et en Amérique. Les couchers de soleil ont pris une teinte orange inquiétante pendant des mois, inspirant des peintures obsédantes et alimentant même des craintes apocalyptiques. Certains scientifiques estiment que les températures mondiales ont baissé de plus d'1 degré, perturbant les récoltes dans le monde entier. Le Krakatoa n'a pas été une catastrophe locale, mais planétaire, rappelant à l'humanité qu'une seule éruption peut avoir des répercussions sur toute la planète. Mais même le Krakatoa n'a pas été la plus grande éruption de l'histoire. Seulement 68 ans plus tôt, un autre volcan avait explosé avec une telle force qu'il avait changé le cours même de la civilisation humaine. Tambora, l'année sans été. Sur l'île de Sumbawa, en Indonésie, le mont Tambora était resté silencieux pendant des siècles. Au début des années 1800, ses pentes abritaient des villages et des fermes, et sa présence était si familière que les gens avaient oublié qu'il s'agissait d'un volcan. Mais en avril 1815, la montagne s'est réveillée et le monde en a payé le prix. Le 5 avril, une éruption massive secoua l'île. Des colonnes de cendres s'élevèrent à des kilomètres dans le ciel. Mais ce n'était que le début. 5 jours plus tard, le 10 avril, le Tambora déclencha la plus grande éruption de l'histoire. L'explosion fut si forte qu'elle fut entendue à plus de 1900 km de distance. La montagne s'effondra, projetant 50 000 km3 de roches et de cendres dans l'atmosphère. Les coulées pyroclastiques balayèrent des villages entiers sur l'île de Sumbawa. Des dizaines de milliers de personnes furent tuées sur le coup. Et lorsque les tsunamis frappèrent les côtes environnantes, d'autres vies furent perdues. Mais les véritables ravages du Tambora s'étendirent bien au-delà de l'Indonésie. Le nuage de cendres se répandit autour du globe, bloquant la lumière du soleil. Les températures chutèrent, les récoltes furent détruites. En 1816, le monde connut ce qui fut appelé l'année sans été. En Europe, il a neigé en juin. En Amérique du Nord, le gel a détruit les récoltes en juillet. La famine s'est répandue en Asie, entraînant la famine et la maladie. Des millions de personnes ont souffert d'une catastrophe causée par un volcan situé à des milliers de kilomètres. Le Tambora a accompli ce qu'aucune guerre ni aucun empire n'avait réussi à faire. Il a perturbé la vie sur presque tous les continents. Et à ce jour, il reste l'éruption volcanique la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Mais tous les volcans ne se contentent pas de détruire. Certains, comme le Vésuve, préservent des villes pour toujours, figées dans leur dernier instant. Pompéi et Herculanum, des villes figées dans le temps. Au cours de l'été 79 après Jésus-Christ, la vie dans les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum suivait son cours habituel. Les rues étaient animées par les marchands, les théâtres résonnaient de rires et de somptueuses villas bordèrent la côte. Au-dessus d'elles se dressait le Vésuve, majestueux, verdoyant et silencieux. Peu de gens se rendaient compte qu'il s'agissait d'un volcan. Puis, le 24 août, la montagne explosa. Une énorme colonne de cendres et de pierres ponces s'éleva à près de 30 km dans le ciel, obscurcissant le soleil. Pendant des heures, des débris enflammés s'abattirent sur Pompéi. Les toits s'effondrèrent sous le poids des cendres. Les rues se remplirent d'une poussière suffocante. Beaucoup tentèrent de fuir, mais à la tombée de la nuit, il était presque impossible de s'échapper. Le lendemain matin, l'éruption est devenue encore plus meurtrière. Des nuées pyroclastiques, des nuages brûlants de gaz et de cendres se sont précipités du Vésuve, atteignant Pompéi et Herculanum.
Les températures s'étaient si extrêmes que la vie s'est éteinte en un instant. Les gens ont été figés dans leurs derniers instants, des parents protégeant leurs enfants, des citoyens serrant leurs biens précieux, des amants enlacés. Pendant près de 1700 ans, les villes sont restées cachées, enfouies sous des couches de cendres. Lorsque les archéologues ont commencé les fouilles au XVIIIe siècle, ils ont fait une découverte extraordinaire. Une ville parfaitement préservée. Des peintures murales, des mosaïques, même des pains encore dans les fours. Tout avait été figé dans le temps par la fureur volcanique. Pompéi et Herculanum sont devenus des fenêtres sur le monde antique. La tragédie qui les a effacés les a également immortalisés, nous offrant un aperçu de la vie romaine telle qu'elle était vécue et telle qu'elle a pris fin. Pourtant, toutes les éruptions ne laissent non pas derrière elles des ruines à étudier. L'une d'elles a détruit toute une civilisation et pourrait même être à l'origine de l'une des plus grandes légendes de l'histoire. Santorin, l'éruption qui a effacé une civilisation. Il y a plus de 3000 ans, l'île de Terra, aujourd'hui Santorin, était un joyau de la mer Égée. Des bâtiments blanchis à la chaux perchés sur des falaises, des ports remplis de navires et des champs fertiles nourrissaient une société florissante. Elle abritait les Minoans, l'une des civilisations les plus avancées du monde antique. Ils construisaient des maisons à plusieurs étages, peignaient des fresques aux couleurs vives et contrôlaient de vastes réseaux commerciaux s'étendant à travers la Méditerranée. Aux yeux de leurs voisins, les Minoans semblaient inébranlables, maîtres de la mer et de la pierre. Mais sous l'île, la pression montait. Vers 1600 avant Jésus-Christ, Terra a explosé dans l'une des éruptions les plus puissantes de l'histoire. La première explosion a déchiré l'île elle-même, projetant des roches et des cendres haut dans l'atmosphère. On pense que l'éruption a été si violente que le sommet du volcan s'est effondré dans la mer, créant l'énorme caldeira que nous voyons aujourd'hui. Il ne restait de Terra qu'un anneau de terre brisé entourant un vide béant. La force de l'éruption a déclenché une série de ravages. Des nuées pyroclastiques ont balayé l'île. Des villages entiers ont été ensevelis sous les cendres. Puis sont arrivés les tsunamis. Des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut se sont abattues sur l'île voisine de Crète, le cœur de la civilisation minoenne, détruisant les ports, inondant les champs et détruisant les navires. Même ceux qui ont survécu ont dû faire face à une catastrophe plus lente. Les nuages de cendres ont assombri le ciel, transformant les jours en nuit. Les récoltes ont dépéri, les animaux sont morts et la famine s'est répandue. L'économie minoenne, fondée sur le commerce et l'agriculture, a commencé à s'effondrer. En l'espace d'une génération, leur civilisation autrefois florissante était en ruine, ne laissant derrière elle que des fragments de sa splendeur. Pendant des siècles, les conteurs ont murmuré l'histoire d'une société puissante engloutie par la mer. Certains chercheurs pensent que l'éruption de Santorin a inspiré la légende de l'Atlantide, la grande cité qui a disparu sous les vagues. Que cela soit vrai ou non, l'éruption de Terra montre à quel point même les civilisations les plus avancées peuvent être fragiles. Une société qui semblait destinée à durer éternellement a été détruite non pas par la guerre ou la conquête, mais par la force imparable d'un volcan. Puis, des milliers d'années plus tard, une éruption d'un tout autre genre allait bouleverser le monde. Cette fois-ci, le volcan ne s'éleva pas d'une montagne ou d'une île, mais du champ de maïs d'un fermier. Paricutin, le volcan sorti de nulle part. Le 20 février 1943, dans un champ de maïs tranquille au Mexique, un agriculteur nommé Dionisio Pulido remarqua quelque chose d'étrange. La terre tremblait sous ses pieds et une fissure s'était ouverte dans le sol. De la fumée commença à s'élever, accompagnée d'une odeur de soufre. À la tombée de la nuit, des flammes et des cendres jaillissaient du sol. En l'espace d'une seule journée, un volcan était né. Ce qui n'était au départ qu'une fissure de quelques centimètres de large s'est rapidement transformé en un cône de cendres et de roches. Les villageois ont observé avec admiration et terreur le monticule s'élever de plus en plus haut, crachant de la lave dans le ciel. En une semaine, le nouveau volcan, baptisé Paricutin, atteignait plus de 45 mètres de haut. En un an, il avait atteint plus de 300 mètres, dominant le paysage où s'étendaient autrefois les champs de maïs. Au début, les gens considéraient l'éruption comme un spectacle. Des scientifiques du monde entier affluèrent, impatients d'étudier un volcan dès sa naissance, ce qui n'avait jamais été documenté à l'époque moderne. Mais la nouveauté fit rapidement place à la peur. Les coulées de lave ont commencé à se diriger vers les villages, engloutissant les champs, les maisons et les églises. Des communautés entières ont été contraintes d'abandonner tout ce qu'elles possédaient. La ville voisine de Paricutin a été ensevelie,
ainsi que la majeure partie de San Juan Parangaricutiro. Seul le clocher de l'église est resté émergé de la lave solidifiée, rappelant de manière obsédante ce qui se trouvait autrefois à cet endroit. Pendant 9 ans, le Paricutin a continué à entrer en éruption, remodelant le paysage et déplaçant des milliers de personnes. Lorsqu'il s'est tu en 1952, il avait complètement transformé la région, laissant derrière lui un désert noir et austère à la place des terres agricoles fertiles. La naissance du Paricutin reste l'un des événements volcaniques les plus extraordinaires de l'histoire. Non pas en raison de l'ampleur des destructions, mais simplement parce que les humains ont pu assister en temps réel à la naissance d'un volcan à partir de rien. Pourtant, même à l'ère moderne, les volcans ont toujours le pouvoir de perturber des nations entières. En 1991, une éruption aux Philippines a contraint des millions de personnes à fuir et a refroidi le climat de la Terre. Pinatubo, le géant caché, se réveille. Pendant des siècles, le mont Pinatubo aux Philippines n'a semblé être qu'une montagne boisée, calme et sans particularité. Des générations ont vécu à son ombre sans crainte, ignorant que sous ses pentes sommeillait l'un des volcans les plus dangereux de la Terre. Au début de l'année 1991, la montagne a commencé à s'agiter. De petits tremblements de terre ont secoué les villages. Des évents de vapeur sont apparus, libérant du soufre dans l'air. Les scientifiques de l'Institut philippin de volcanologie, rejoints par des experts de l'US Geological Survey, se sont précipités pour enquêter. Ce qu'ils ont découvert était alarmant. Le Pinatubo ne se réveillait pas seulement, il se préparait à quelque chose d'énorme. En juin, leurs avertissements devinrent urgents. Le sol tremblait violemment, des panaches de cendres s'élevaient dans le ciel et le magma montait rapidement. Les autorités ordonnèrent l'évacuation de plus de 60 000 personnes vivant autour du volcan. La base aérienne voisine de Clark, l'une des plus grandes installations militaires américaines en Asie, fut abandonnée. Puis, le 15 juin, le Pinatubo est entré en éruption. L'explosion a été si puissante que le sommet de la montagne s'est effondré, créant une caldeira gigantesque de 8 km de large. Des cendres et des pierres ponces se sont abattues, ensevelissant des villages. Des coulées pyroclastiques ont balayé le paysage à une vitesse effrayante. Pour aggraver les choses, un typhon passait au même moment, se mélangeant aux cendres et les transformant en une boue épaisse et suffocante. Les dégâts ont été considérables. Les toits se sont effondrés sous le poids des cendres, les terres agricoles ont été recouvertes, les rivières se sont transformées en boue grise. Au final, plus de 800 personnes ont été tuées, des milliers ont été déplacés et des villes entières ont dû être abandonnées. Mais l'impact de l'éruption ne s'est pas limité aux Philippines. Le Pinatubo a projeté plus de 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Ce voile de gaz et de cendres a fait le tour du globe, réfléchissant la lumière du soleil et refroidissant le climat terrestre de près d'1 degré. Pendant des années, les couchers de soleil du monde entier ont brillé de couleurs flamboyantes, écho visuel de la colère du Pinatubo. Cela nous a rappelé que les volcans ne détruisent pas seulement ce qui se trouve à proximité, mais qu'ils peuvent aussi changer la planète elle-même. Et aujourd'hui, les scientifiques nous avertissent que quelque part sous nos pieds, la prochaine grande éruption est déjà en train de se préparer. La seule question est « où ?» La prochaine éruption qui se prépare. Nous avons vu comment les volcans peuvent détruire des villes entières. Armero englouti sous la boue, Saint-Pierre rayé de la carte en 3 minutes, Krakatoa qui a secoué le monde entier. Ces histoires peuvent sembler appartenir au passé, mais la vérité est bien plus inquiétante. Les volcans n'ont pas fini leur travail. Les mêmes forces qui ont détruit ces villes sont toujours présentes sous nos pieds aujourd'hui. Plus de 1300 volcans sont considérés comme actifs à travers la planète. La plupart restent silencieux pendant des décennies, voire des siècles, donnant une illusion de sécurité. Mais ce silence est trompeur. Chaque montagne qui a déjà connu une éruption entrera à nouveau en éruption. Ce n'est qu'une question de temps. Les scientifiques peuvent mesurer les tremblements de terre, suivre les émissions de gaz et observer les mouvements du sol, mais ils ne peuvent pas empêcher ce qui va arriver. Au mieux, ils peuvent donner l'alerte. Et lorsque la prochaine grande éruption se produira, les conséquences pourraient être mondiales. Pensez au Tambora, qui n'a pas seulement détruit des villages en Indonésie, mais a plongé la terre entière dans la famine. Pensez au Pinatubo, qui a refroidi la planète de près d'1 degré. Une seule éruption peut avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, immobilisant les avions, perturbant le commerce, détruisant les récoltes et modifiant le climat lui-même. Le plus terrifiant dans tout cela, la plupart des volcans qui inquiètent le plus les scientifiques se trouvent à proximité immédiate de grands centres urbains.
Des millions de personnes vivent dans leur ombre, sans se douter que leur quotidien dépend de la patience d'un géant endormi. La question n'est donc pas de savoir si une autre ville disparaîtra sous les cendres, la boue ou le feu. La question est de savoir où et quand, et selon les scientifiques, 3 volcans se distinguent particulièrement. Aux États-Unis, Yellowstone cache une chambre magmatique si vaste qu'elle pourrait ensevelir des États entiers. En Italie, le Campi Flegrei gonfle sous Naples, l'une des villes les plus peuplées d'Europe. Et aux Philippines, le volcan Taal, d'apparence modeste, menace des millions de personnes par sa fureur soudaine et imprévisible. Chacun d'entre eux a le pouvoir d'effacer une ville en quelques heures, voire de changer le monde à jamais. Mais que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption demain? Les gratte-ciels de Denver et de Salt Lake City seraient-ils ensevelis sous les cendres avant même que les habitants aient pu fuir? L'Amérique du Nord pourrait-elle survivre à un ciel si sombre que les récoltes seraient détruites sur tout le continent? Et si l'explosion se répercutait à travers le globe, le monde serait-il confronté non seulement à une catastrophe, mais aussi à l'effondrement de la civilisation moderne elle-même? Yellowstone, le géant endormi de l'Amérique. Yellowstone est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands trésors naturels des États-Unis. Chaque année, des millions de visiteurs s'émerveillent devant ses geysers, ses sources chaudes et ses bassins fumants. Mais sous cette beauté se cache quelque chose de bien plus dangereux. Un supervolcan capable de changer la vie sur Terre. Ce n'est pas un volcan ordinaire. Sous Yellowstone s'étend une chambre magmatique de plus de 64 km de large et 13 km de profondeur, si massive qu'elle pourrait remplir le Grand Canyon plus de 10 fois. Les scientifiques pensent que lorsqu'il entrera enfin en éruption à grande échelle, ce ne sera pas seulement la plus grande catastrophe de l'histoire des États-Unis, mais peut-être l'une des plus grandes de l'histoire de l'humanité. La dernière éruption de Yellowstone d'une telle ampleur remonte à environ 640 000 ans. Les cendres de cette explosion se sont répandues sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Si cela se reproduisait aujourd'hui, les experts préviennent que des villes comme Bozeman, Billings et Salt Lake City seraient ensevelies sous plusieurs mètres de cendres en quelques heures. Les routes disparaîtraient, les cultures seraient étouffées et les réserves d'eau seraient empoisonnées. Et les dégâts ne s'arrêteraient pas aux frontières américaines. Des nuages de cendres se répandraient à travers le globe, clouant les avions au sol, étouffant l'atmosphère et bloquant la lumière du soleil. Les températures pourraient chuter, créant des années d'hiver volcaniques. La famine pourrait se propager à travers les continents. Le plus inquiétant, Yellowstone n'est pas calme. C'est l'un des volcans les plus surveillés de la planète, car il tremble constamment. Chaque année, des milliers de petits séismes secouent le sol. Les geysers qui émerveillent les touristes, ils sont alimentés par la même chaleur qui alimente la chambre magmatique située en dessous. Les scientifiques ne pensent pas qu'une éruption massive soit imminente, mais ils admettent une vérité. Il entrera à nouveau en éruption. La seule question est de savoir quand. Yellowstone nous rappelle que sous les merveilles de la nature se cache une force suffisamment puissante pour effacer des villes et déstabiliser le monde lui-même. Mais Yellowstone n'est pas le seul géant endormi. De l'autre côté de l'océan, en Italie, un monstre encore plus imprévisible s'agite juste sous l'une des villes les plus peuplées d'Europe. Campi Flegrei, le monstre sous Naples. Lorsque la plupart des gens pensent au volcan dangereux en Italie, ils imaginent le Vésuve, le tueur de Pompéi. Mais les scientifiques avertissent que la véritable menace pourrait se trouver à quelques kilomètres de là, sous la ville de Naples elle-même. Il s'agit des Campi Flegrei, les champs flégréens, qui pourrait être le volcan le plus dangereux d'Europe. Contrairement au cône imposant du Vésuve, Campi Flegrei ne ressemble en rien à un volcan. Il s'agit d'une vaste caldeira, un chaudron souterrain s'étendant sur des kilomètres, dont la surface n'est marquée que par des évents fumants, des mares de boue bouillonnantes et des cratères disséminés dans le paysage. 1,5 million de personnes vivent directement au-dessus, sans se douter qu'elles marchent sur le toit d'un géant. Campi Flegrei est entré en éruption à de nombreuses reprises dans le passé. Il y a environ 39 000 ans, il a produit l'une des plus grandes explosions volcaniques de l'histoire européenne, si massive qu'elle a peut-être modifié le climat et même joué un rôle dans le déclin des Néandertaliens. Même les éruptions plus modestes des siècles récents ont laissé le sol fracturé et instable. Ce qui inquiète les scientifiques aujourd'hui, c'est le sol lui-même. Au cours des dernières décennies, le terrain autour de Naples s'est progressivement soulevé, parfois de plusieurs centimètres par an, poussé vers le haut par le magma qui s'accumule sous la surface. Des fissures sont apparues dans les bâtiments. Des évents libèrent des fumées toxiques. Chaque secousse soulève la même question effrayante.
Le Campi Flegrei se prépare-t-il à entrer à nouveau en éruption? Si tel est le cas, les conséquences pourraient être catastrophiques. Des coulées pyroclastiques balayeraient les quartiers, tuant instantanément. Les cendres pourraient ensevelir Naples, où vivent des millions de personnes, et se répandre dans tout le sud de l'Italie. Même une éruption de moyenne ampleur pourrait déplacer des centaines de milliers de personnes et dévaster l'économie européenne. Pour l'instant, le Campi Flegrei reste silencieux, surveillé par des satellites et des capteurs. Mais ce silence est trompeur. Pour les scientifiques qui le surveillent, ce n'est pas un volcan endormi, c'est un monstre qui respire sous l'une des villes les plus peuplées d'Europe. Et aux Philippines, un autre géant est beaucoup moins patient. Contrairement à Yellowstone ou au Campi Flegrei, il ne dort pas pendant des siècles. Il entre souvent en éruption, parfois sans aucun signe avant-coureur. Taal, le tueur imprévisible. Au cœur des Philippines, à seulement 65 km au sud de Manille, se trouve un lac bleu serein. Les touristes viennent y faire du bateau pour voir la petite île volcanique qui s'élève au milieu. Elle semble paisible, presque inoffensive, mais c'est le Taal, l'un des volcans les plus dangereux au monde. Contrairement à Yellowstone ou Campi Flegrei, qui dorment depuis des siècles, le Taal est agité. Il est entré en éruption plus de 30 fois au cours de l'histoire. Certaines éruptions ont été faibles, d'autres dévastatrices. Ce qui rend le Taal si terrifiant, ce n'est pas seulement sa puissance, mais aussi son imprévisibilité. Il peut entrer en éruption sans aucun signe avant-coureur, laissant peu ou pas de temps aux communautés voisines pour s'échapper. En janvier 2020, le Taal a rappelé au monde entier sa fureur. Sans avertissement, il a projeté une colonne de cendres à près de 15 km dans le ciel. Les cendres sont tombées sur Manille, rendant l'air toxique et forçant des centaines de milliers de personnes à évacuer. Les vols ont été suspendus. Des villes entières ont disparu sous la poussière grise. Et pourtant, les volcanologues affirment que cette éruption n'était qu'une fraction de ce dont le Taal est capable. Son histoire le prouve. En 1911, une violente explosion a tué plus de 1300 personnes en quelques minutes. En 1754, il est entré en éruption pendant des mois, recouvrant des provinces entières de cendres. Et comme plus de 25 millions de personnes vivent aujourd'hui à portée de sa fureur, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les scientifiques surveillent chaque tremblement, chaque émission de gaz, chaque ondulation du lac. Mais même avec les technologies modernes, le Taal reste l'un des volcans les plus difficiles à prévoir. C'est un tueur qui se cache à la vue de tous, restant silencieux jusqu'au moment où il décide de frapper. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est bien ceci. Les volcans n'annoncent pas quand ils vont entrer en éruption. Ils le font, tout simplement. Ce qui signifie que la prochaine ville à disparaître pourrait être n'importe où, n'importe quand. D'Armero à Pompéi, de Santorin au Pinatubo, l'histoire nous laisse un avertissement écrit dans la cendre. Les volcans ont le pouvoir d'effacer des villes entières en une seule nuit. Et malgré notre technologie, nos satellites et nos capteurs, nous ne sommes pas plus en sécurité que ne l'étaient autrefois les habitants de Saint-Pierre ou d'Armero. Car la Terre ne demande pas la permission pour entrer en éruption. Elle se moque de savoir si une ville est ancienne ou moderne, riche ou pauvre. Lorsque la pression devient suffisamment forte, elle explose et tout ce qui se trouve sur son passage est relégué à l'histoire. La seule question n'est pas de savoir si une autre éruption rayera une ville de la carte, mais quand. Et quand ce jour viendra, serons-nous prêts? Ou bien une autre ville disparaîtra-t-elle du jour au lendemain, dont on ne se souviendra que comme le prochain nom d'une longue liste de lieux engloutis par le feu et les cendres?